Salut à toi aventurière et aventurier d'Ourail. Je t'invite à attacher ta ceinture de sécurité car dans cette vidéo tu vas vivre un ascenseur émotionnel plutôt intense. Je t'emmène à plus de 1000 km/h à bord d'un mode de transport futuriste qui pourrait bien nous permettre d'aller de Paris à Marseille en seulement 40 minutes et pour les plus courageux, on pourrait même accélérer un peu la vitesse pour aller de Londres à New York en seulement 56 minutes. Mais avant, générique. Ourail, c'est le média référence du voyage bas carbone. Sur notre site, tu trouveras plus de 300 itinéraires, sans avion et sans voiture, pour découvrir une multitude de destinations à travers le monde ou simplement pour t'évader le temps d'un week-end. Sache qu'on a également sorti notre livre Voyager en train avec Ourail. Tu y trouveras 45 itinéraires sans avion et sans voiture, avec tout un tas de conseils ultra pratiques. L'humain est un rêveur, et c'est ce qui fait qu'il a pu réaliser des prodiges technologiques en repoussant toujours plus loin les limites de l'entendement. Autant d'inventions autrefois inimaginables et qui ont radicalement changé nos modes de vie. Cependant, il serait naïf de penser que ces innovations n'ont aucun impact sur le vivant et nos sociétés. Les avions ne devraient jamais servir à faire la guerre et encore moins s'enrichir. Les avions sont des rêves merveilleux. Et les ingénieurs transforment les rêves en réalité. Autrefois pensées pour rapprocher les individus, on s'aperçoit aujourd'hui qu'elles ont parfois tendance à creuser les inégalités et à enfermer les plus privilégiés dans une quête du toujours plus. Toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus souvent. Aujourd'hui, il est très marquant de constater que lorsque l'on parle de voyage, le premier moyen de transport auquel nos imaginaires nous renvoient, c'est bien celui qui, jusqu'ici, est le plus rapide, mais aussi le plus polluant. Mais le culte du toujours plus vite, nous l'avons également observé sur le rail dans les années 1970 avec la course mondiale aux lignes à grande vitesse. Dans notre précédent décryptage, on te parlait notamment de l'aérotrain, un mode de transport révolutionnaire qui dépassa les 430 km/h dès 1974 et qui fut finalement abandonné au profit de notre TGV national, jugé plus réaliste, mais qui atteignait tout de même les 380 km/h en 1981. Mais le moyen de transport dont je vais te parler aujourd'hui, il pourrait battre absolument tous les records. Donc j'espère que tu es bien attaché, car on pourrait bien dépasser la vitesse du son avec un système plus rapide qu'un avion, moins coûteux qu'un train et plus écologique qu'une voiture électrique. Je te présente l'Hyperloop. Imagine que nous ayons à disposition un métro, mais à échelle mondiale, et qu'on ne soit jamais dépendant des aléas météorologiques, tout en étant totalement autosuffisant énergétiquement. Imagine l'intérêt que ça pourrait susciter sur les échanges internationaux, sur le tourisme, sur l'accès à des cultures lointaines, en quelques heures, voire même quelques minutes. C'est vrai que l'idée fait rêver. Pourtant, derrière cette promesse de capsules filant à plus de 1000 km/h, la réalité est bien plus nuancée. Des enjeux techniques, politiques et environnementaux complexes et une communication qui masque parfois des intentions difficilement lisibles. Alors, est-ce que l'Hyperloop représente un véritable tournant technologique ou est-ce qu'il s'inscrit dans une logique de storytelling bien rodée, destinée à séduire les décideurs et les investisseurs, quitte à vendre un futur qui n'existe que sur le papier? Alors déjà, l'Hyperloop, c'est quoi ? L'Hyperloop, c'est un transport futuriste, souvent décrit comme une sorte de capsule fuselée qui glisse à très grande vitesse dans un long tube. Ce tube est presque vide d'air, ce qui donne l'impression que la capsule flotte en apesanteur. Elle est propulsée grâce à un système d'aimants et des moteurs spéciaux placés le long du trajet. L'idée de base est assez simple, en supprimant presque tous les frottements, ceux de l'air et ceux du sol, on peut atteindre des vitesses de plus de 1000 km/h, encore plus rapides que la plupart des avions, tout en consommant très peu d'énergie. En réalité, l'Hyperloop ne sort pas de nulle part. Il combine des technologies qui existent déjà comme la lévitation magnétique sur certains trains japonais ou chinois par exemple, et a même été rêvé par beaucoup d'autres dans le passé. En fait, l'un des ancêtres du projet Hyperloop circule déjà depuis bien longtemps, et pour beaucoup, on l'emprunte tous les jours, le métro. Et oui, c'est l'un des tout premiers moyens de transport souterrain rapide. Il a vu le jour à Londres au milieu du 19e siècle, et l'ingénieur français Jean-Baptiste Berlier a voulu s'en inspirer pour le métro parisien en proposant un concept qui se rapproche de l'Hyperloop. Un réseau de tramways souterrains dans des tubes étroits à faible pression d'air, avec des moteurs électriques et parfois même des systèmes de propulsion pneumatique. Jugé trop complexe et coûteux, ce sera finalement le projet de Fulgence Bienvenue qui sera choisi par la ville de Paris et qui donnera naissance au métro parisien tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et quand on parle de rêve de transport futuriste,
Impossible de ne pas penser à Jules Verne, dont le rêve était de faire le tour du monde en 80 jours. Qui d'autre que lui aurait pu imaginer un système qui ressemble autant à l'Hyperloop? Dans son texte La journée d'un journaliste américain en 2890, publié en 1891 dans le Petit Journal, il évoque déjà des tubes pneumatiques traversant les océans et transportant des passagers à 1500 km/h. Et ce genre d'idée n'est pas resté dans les romans. De nombreux ingénieurs ont tenté de les concrétiser, comme Robert Salter, qui imaginait déjà dans les années 1970 un transtube capable de relier Los Angeles à New York en moins d'1 heure. Ou encore l'aérotrain, développé en France dans les années 60 par Jean Bertin, dont on a parlé précédemment. Alors une question se pose, si tous ces projets prometteurs ont été abandonnés à cause de problèmes techniques et de coûts trop élevés, qu'est-ce qui a permis à l'Hyperloop de susciter un tel engouement et de rallier autant d'acteurs à sa concrétisation? Eh bien parfois, il suffit d'un nom, d'un milliardaire un peu mégalo et légèrement nazi sur les bords, capable de concurrencer la NASA et de révolutionner le marché de la voiture électrique pour convaincre n'importe qui de financer n'importe quoi. Oui, tu l'as deviné, j'ai nommé Elon Musk. En 2012, Elon Musk confie à un journal californien qu'il travaille sur un nouveau mode de transport futuriste capable de dépasser les 1000 km/h. Il affirme même qu'il s'agirait d'un tout nouveau type de transport en commun derrière la voiture, le bateau, l'avion et le train. Un an plus tard, le 12 août 2013, il publie un document open source de 57 pages intitulé Hyperloop Alpha. Ce livre blanc, rempli de schémas, d'idées et de calculs techniques, est mis à disposition de tous. Elon Musk présente un système à la fois ultra rapide, économique et écologique, une sorte de train du futur qui consommerait moins d'énergie qu'un avion et même qu'un train à grande vitesse, laissant penser que ces moyens de transport pourraient finalement devenir obsolètes. Et ce n'est peut-être pas un hasard, car au même moment, un vaste projet de ligne de train à grande vitesse est en cours en Californie. Un projet que Musk critique fortement à l'époque, et nous le verrons plus tard, il s'agit peut-être de l'événement qui a allumé l'étincelle à l'origine du rêve Hyperloop. Elon Musk précise également un point essentiel, il ne souhaite pas développer le projet lui-même et ne déposera aucun brevet parce qu'il est déjà très occupé avec Tesla et SpaceX entre autres. Et c'est là que réside le point majeur de sa stratégie. Créer une idée suffisamment puissante par un homme influent pour susciter assez d'engouement collectif pour que d'autres en assument les risques et les coûts, quitte à revenir plus tard dans la partie en rachetant la start-up qui aura réussi à concrétiser le concept. Et ça marche! Ce document de 57 pages suffit à déclencher une vague d'enthousiasme mondial. De nombreuses entreprises, start-up, laboratoires de recherche et même des acteurs publics comme la SNCF et les régions vont se lancer dans l'aventure. Musk, lui, n'a plus qu'à observer pendant que le monde s'élance dans la grande course à l'innovation pour créer le transport de demain. C'est ainsi que partout dans le monde, des startups se lancent dans la compétition pour être les premières à concrétiser le rêve de l'Hyperloop. D'un côté, il y a les initiatives privées. Aux États-Unis, Hyperloop One, anciennement appelé Virgin Hyperloop, soutenu un temps par Richard Branson, a longtemps été en tête. On retrouve également Hyperloop TT, présente à la fois aux États-Unis et en Europe, et Transpod, basé au Canada, mais implanté aussi en France. À leur côté, d'autres projets ambitieux comme Deleros en Espagne, Art aux Pays-Bas, ou DGW Hyperloop qui poursuit le même objectif. De l'autre côté, les institutions publiques suivent, séduites par l'image d'un territoire innovant comme la SNCF, la région Occitanie et Limoges. Et puis parallèlement, des incubateurs universitaires et des projets publics, avec notamment le SpaceX Hyperloop Pod Competition, lancé en 2015, encouragent même les universités à concevoir leurs propres capsules. Et si on se penche un peu plus sur la France, on remarque qu'on est particulièrement actif dans la réalisation de l'Hyperloop. Dès 2017, Toulouse devient un centre stratégique avec l'installation de l'Hyperloop TT sur l'ancienne base militaire de Francazal. En 2022, Transpod s'installe à Limoges, promettant un centre de recherche européen. Son PDG, Sébastien Gendron, va même jusqu'à évoquer des discussions avec des dirigeants thaïlandais pour une ligne Phuket-Bangkok-Chiang Mai. Alors même que la technologie du projet n'est pas aboutie, les affaires marchent et la concurrence fait rage. Dans ce contexte, les petits acteurs doivent progresser rapidement, sous peine de disparaître, et redoublent alors d'efforts pour concrétiser le projet. Et ce mécanisme qui nous rappelle les débuts des grandes
révolution industrielle et technologique, Elon Musk l'a bien intégré. Ces milliards lui permettront sans aucun doute de racheter au prix fort la première start-up capable de propulser son train à plus de 1000 km/h. Et si les projets tombent à l'eau, les start-up qui pourront s'en sortir en revendant leurs parts et leurs recherches à d'autres acteurs laisseront en revanche derrière elles des collectivités ayant massivement investi et qui devront payer les conséquences lourdes de ces infrastructures coûteuses et inutilisées. C'est précisément ce qui s'est produit à Toulouse, où le projet avait été accueilli en grande pompe en 2017 au sein d'une nouvelle zone d'innovation à Francazal. Mais en février 2024, Hyperloop TT a officiellement mis fin à sa présence sur le site. La piste d'essai de 320 mètres qui devait symboliser l'avancée du projet n'a jamais vu circuler le moindre prototype opérationnel. Les installations ont été démontées et l'entreprise a dû quitter les lieux. Si son implantation avait initialement renforcé l'image de Toulouse comme ville innovante, son départ brutal laisse un vide au cœur d'un projet d'aménagement territorial ambitieux avec des investissements publics largement engagés pour rien. Le souci dans ce projet Hyperloop, c'est qu'il manque clairement de concret, voire de lucidité. Jusqu'ici, son succès repose sur un imaginaire collectif très fort, celui du progrès, de la vitesse et de l'innovation. Des élus locaux y croient dur comme fer. Vincent Léony, président de l'association Hyperloop Limoges, compare l'ambition de sa ville à celle de la Silicon Valley. À Châteauroux, on vend déjà une future ligne reliant Paris en 20 minutes. L'Europe de l'Est a signé un accord avec Hyperloop TT pour étudier une liaison entre Vienne, Bratislava et Budapest. Un projet de ligne entre Abu Dhabi et Dubaï est en développement. L'entreprise Hyperloop TT le dit clairement, il est crucial pour nous de collaborer avec les gouvernements du monde entier. Mais encore une fois, derrière le rêve, la réalité rattrape les ambitions. À Toulouse, les installations ont été démantelées en 2024. Hyperloop TT travaille actuellement sur une étude de faisabilité pour une liaison de fret entre Venise et Padoue, mais les ambitions ne ressemblent plus à celles du début. À Limoges, Transpod fait face à de lourds retards, des doutes sur ses financements, et aucun démonstrateur n'a encore été présenté. À Drou, la piste promise de 3 km a été réduite à 1 km, et les travaux annoncés pour janvier 2024 n'avaient toujours pas commencé, début 2025 selon la mairie. Un test en conditions réelles avec des passagers a bien été réalisé en novembre 2020 sur une piste d'essai dans le désert du Nevada par Hyperloop One, mais lors de cet essai, la capsule s'est déplacée à une vitesse de 172 km/h, parcourant la distance de 500 mètres en environ 15 secondes, très loin des 1000 km/h théoriquement promis. Et d'ailleurs, en 2022, cette même entreprise annoncera qu'elle abandonnera le transport de passagers pour se concentrer sur le fret, puis fermera finalement définitivement ses portes en 2023. Aujourd'hui, alors qu'un test sur un tube de 500 mètres n'atteint toujours pas les objectifs, Elon Musk rebooste les imaginaires en lançant l'idée de construire un tube sous-marin pour traverser l'Atlantique à 4800 km/h pour aller de Londres à New York en moins d'1 heure. Ce phénomène interroge. Comment des territoires entiers déjà sous tension budgétaire peuvent-ils investir dans des projets aussi spéculatifs sans garantie technique ni viabilité à court terme ? Car rappelons-le, l'Hyperloop a mobilisé plusieurs centaines de millions d'euros d'investissements publics et privés sans aboutir à un système commercial fonctionnel. Hyperloop One a levé plus de 450 millions de dollars entre 2014 et 2021. Transpod annonce un projet à 18 milliards de dollars au Canada avec un soutien public, mais n'a toujours pas démontré la viabilité de sa technologie. La SNCF, en difficulté sur ses lignes régionales, a investi plus de 5 millions d'euros dans Hyperloop One pour ne pas rester à l'écart. À cela s'ajoutent les aides territoriales, les subventions européennes et les exonérations fiscales, sans cadre juridique contraignant ni obligation de résultat. Mais alors, qu'est-ce qui a pu nous tromper à ce point ? Le rêve d'une part, et le fait que le monde entier s'est lancé dans la réalisation d'un projet qui se base encore une fois sur 57 pages écrites par un milliardaire qui ne maîtrise pas si bien les lois de la physique, et pire, qui semble même s'en foutre royalement, étant bien plus occupé ailleurs. Et pour bien comprendre ce qui rend la réalisation de l'Hyperloop si complexe, il est temps de se pencher enfin sur ces défis techniques et environnementaux. Peut-être qu'on aurait même dû commencer par là, non ? Le principal obstacle de l'Hyperloop, c'est l'infrastructure, car il ne peut pas s'intégrer à un réseau déjà existant. Il faut construire des tubes gigantesques sur des centaines de kilomètres, surélevés avec des gares spécifiques, des sas, des systèmes de pressurisation, et tout ça dans des zones souvent déjà saturées. Autant dire que c'est un véritable casse-tête. Un autre problème, c'est l'absence d'aiguillage sous vide. Là où les trains peuvent partager des voies, chaque trajet en Hyperloop nécessite son propre tube.
Résultat, il en faudrait des dizaines pour relier 2 grandes villes ou couvrir plusieurs destinations, ce qui ferait exploser les coûts. Même si chaque tube coûtait moins cher qu'une ligne à grande vitesse, ce qui reste encore à prouver, il en faudrait tellement que la question ne se pose plus. Et puis, à 1200 km/h, l'installation doit être extrêmement précise. Il s'agit d'une tolérance au dixième de millimètre. Une erreur, même minime, peut être fatale, car une capsule lancée à pleine vitesse n'a aucune marge de manœuvre. Côté sécurité, il y a également beaucoup de zones d'ombre. Comment évacuer en cas de panne, d'incendie ou de dépressurisation dans un tube sans sortie directe? Il faudrait des tunnels de secours, des sas pressurisés, des refuges sur des centaines voire des milliers de kilomètres. La capacité de transport de l'Hyperloop pose également question. Même dans les scénarios les plus optimistes, une capsule transporterait environ 40 passagers avec un départ toutes les 30 secondes. Cela représente un débit maximal d'environ 4800 personnes par heure. À titre de comparaison, une ligne à grande vitesse peut transporter jusqu'à 12 000 voyageurs par heure et ce chiffre pourrait atteindre 15 000 avec les nouvelles rames TGV. Autrement dit, même en fonctionnant à plein régime, l'Hyperloop offrirait un débit 3 fois inférieur à celui d'une ligne à grande vitesse. Avec une capacité aussi limitée, il est probable que les prix des billets soient élevés, rendant ce mode de transport peu accessible. D'ailleurs, jusqu'ici, l'histoire l'a toujours prouvé, plus un moyen de transport est rapide, plus son modèle économique est destiné aux plus aisés. Certains chercheurs, comme Julien Minalesi ou Ivan Illich, ont déjà mis en lumière les limites d'un modèle de transport basé sur la vitesse. Julien Minalesi observe que plus on est riche, plus on voyage, ce qui souligne un biais fondamental. Les investissements publics dans les infrastructures rapides, comme les lignes à grande vitesse ou les projets comme l'Hyperloop, profitent d'abord à une population aisée qui a les moyens de se déplacer régulièrement pour le travail ou les loisirs. L'idée d'un progrès équitable est alors remise en question, car ces infrastructures financées par l'argent public ne bénéficient pas à tous de la même manière. Ivan Illich, de son côté, introduisait dès les années 1970 la notion de vitesse généralisée pour rappeler que la vitesse ne se résume pas au temps de trajet. Elle comprend aussi le prix des billets, le temps de travail nécessaire pour se le payer, mais aussi les impacts sociaux et environnementaux de ces systèmes. En accélérant les mobilités, on ne fait pas seulement gagner du temps, on pousse aussi à multiplier les déplacements, à augmenter les dépenses individuelles et collectives et à aggraver les inégalités d'accès. Le Concorde, symbole de vitesse extrême réservée à une élite, en est un exemple marquant. Et il n'y a aucune raison visible qui ferait que l'Hyperloop ne répète pas ce même schéma. D'ailleurs, au sujet de sa rentabilité, comment s'assurer que les futurs trains à très haute vitesse seront rentables alors même que la moitié des lignes à grande vitesse en France ne le sont pas? Comme l'affirmait Alain Krakowicz à notre micro il y a quelques temps, sans les profits dégagés par certaines lignes rentables, certaines dessertes déficitaires ne pourraient pas être assurées. Dans ce contexte, les promesses des entreprises développant des trains à très haute vitesse, qui annoncent un retour sur investissement en moins de 10 ans avec des billets au même prix que ceux du TGV, paraissent peu crédibles. Mais il y a également une autre question importante, celle des territoires. Ce type de projet ne cherche pas à mieux desservir l'ensemble du pays, mais à rapprocher un petit nombre de grandes villes. Les experts montrent que ce genre de développement renforce le déséquilibre, l'activité se concentre encore plus dans les métropoles, pendant que les zones rurales ou les villes moyennes sont délaissées. Et contrairement au TGV, qui peut parfois s'arrêter dans des gares secondaires, l'Hyperloop vise plutôt une vitesse maximale, sans détour ni escale. Et même s'il voulait faire autrement, sa complexité technique compromet fortement cette possibilité. Le risque est donc clair, à force de penser uniquement à la performance, on finit par abandonner des territoires entiers et avec eux, leurs habitants. Alors on pourrait se dire qu'au moins, c'est respectueux de l'environnement puisque le projet c'est d'installer des panneaux solaires sur les tubes et tout le blabla, eh ben toujours pas. Alors oui, il est prévu d'installer des panneaux solaires, mais la construction des tubes, des pylônes, des aimants, des stations aurait une empreinte carbone énorme. Le mythe estime qu'un kilomètre de ligne Hyperloop aurait un impact environnemental 2 fois supérieur à celui d'une ligne à grande vitesse. Les lignes rectilignes imposeraient des destructions massives, expropriation, artificialisation des sols, atteinte à la biodiversité. Et pour l'énergie, même si les capsules en consomment peu, une fois lancées, le maintien du vide, de la climatisation, des capteurs, des moteurs linéaires et de la sécurité nécessite une alimentation continue et extrêmement gourmande, sans garantie que cette énergie puisse être 100% renouvelable. Et là, je n'ai même pas évoqué un quart des problèmes qui compromettent fortement la réalisation du projet Hyperloop, comme par exemple les obstacles administratifs et politiques pour homologuer un système de transport à 1000 km/h en tube fermé et les années de négociations pour les expropriations et l'artificialisation. Mais alors,
Est-ce qu'on s'est pas clairement fait arnaquer là? Bon, je n'ai pas envie d'être pessimiste, mais ça va être compliqué. Parce que le pire dans cette histoire, c'est qu'il semblerait que le créateur du mythe Hyperloop n'a jamais réellement voulu le construire. Si tu as bien suivi, j'avais parlé en début de vidéo d'un projet de ligne à grande vitesse en Californie qui pourrait bien être l'élément déclencheur de tout ce remue-ménage. Selon plusieurs enquêtes, notamment celle du Times, Elon Musk aurait lancé l'idée principalement pour torpiller un projet californien de train à grande vitesse qu'il jugeait trop coûteux, inefficace, et ça, il ne le dit pas vraiment, mais qui est évidemment concurrent de ses propres ambitions. Dans le Alpha Paper de 2013, qui a posé les bases du concept, Musk y invite les autres à développer le projet. Il a lancé une idée virale dans l'écosystème tech pour détourner les financements, mobiliser la presse et disqualifier l'option ferroviaire publique. Une stratégie de diversion brillante. En effet, on le rappelle, Musk n'a jamais investi un centime personnel dans un prototype Hyperloop. Au contraire, il a utilisé la notoriété de SpaceX pour par exemple organiser des concours universitaires tout en restant extérieur aux risques financiers et industriels. Dans cette optique, l'Hyperloop apparaît comme une arme idéologique, un projet zombie non destiné à exister, mais à influencer le réel par sa seule présence médiatique. L'Hyperloop a permis à de nombreuses startups d'attirer des capitaux considérables sans preuve de faisabilité, et les collectivités territoriales, séduites par la perspective de devenir des Silicon Valley des transports, ont parfois versé dans une forme d'aveuglement technocratique. On assiste ici à une forme de captation de l'innovation où la puissance publique est instrumentalisée pour subventionner des paris privés à haut risque. Selon certaines analyses, l'Hyperloop a surtout servi à créer de la valeur spéculative à court terme, sans intention de construction pérenne. Au-delà des considérations économiques, l'Hyperloop peut aussi être lu comme un instrument d'influence stratégique dans un contexte où la technologie est devenue une arme douce. Pour les Émirats arabes unis, financer un projet Hyperloop permet d'afficher une image futuriste tournée vers l'innovation et de concurrencer les hubs européens ou asiatiques. Pour la Chine, qui développe massivement ses maglevs, la déstabilisation des projets concurrents via des versions inachevées d'Hyperloop peut être un levier de domination technologique. Pour les géants de la tech, ces projets permettent d'occuper l'espace médiatique, de faire pression sur les régulations et de tester des concepts qui, indirectement, bénéficient à leur écosystème commercial. L'Hyperloop devient ainsi un projet à haut rendement symbolique, indépendamment de son existence physique. Une vitrine géopolitique plus qu'un outil de transport. Enfin, sur un plan plus philosophique, l'Hyperloop cristallise une tendance contemporaine, celle de la technofiction appliquée, où l'innovation n'a pas besoin d'être fonctionnelle pour exister. Il suffit qu'elle soit crédible, désirable et vendable. À ce titre, l'Hyperloop peut être analysé comme un artefact narratif, une forme de récit de science-fiction industrialisé qui remplit une fonction sociale, offrir un futur désirable, détourner l'attention des problèmes présents, maintenir l'illusion de progrès infini. Ce n'est pas qu'une belle arnaque, c'est d'abord une belle fiction, parfaitement construite, brillamment diffusée et redoutablement efficace. Le constat est donc clair. L'Hyperloop est aujourd'hui plus un fantasme qu'une technologie. Aucun prototype commercial, aucune infrastructure opérationnelle, aucune preuve tangible de sécurité ou de rentabilité. En revanche, une accumulation d'effets d'annonce, de vidéos de synthèse, de levées de fonds sans retour et de partenariats politiques reposant davantage sur la promesse que sur le concret. Il ne s'agit pas ici de rejeter toute forme d'ambition technique ou de condamner la recherche avancée, mais il devient nécessaire de distinguer l'innovation sincère de la fiction d'ingénierie et de remettre en cause la passivité, voire la complicité des institutions publiques dans la perpétuation de ces narratifs. L'Hyperloop illustre une crise plus profonde, celle de notre rapport au progrès. Dans un monde confronté à des urgences climatiques, sociales et économiques, peut-on se permettre d'investir des milliards dans des mirages technologiques? Chaque euro consacré à une infrastructure spéculative ou qui vise simplement à faire gagner quelques minutes est un euro soustrait à la rénovation des lignes de train existantes, à l'entretien des réseaux locaux ou à l'amélioration des transports collectifs du quotidien. On retrouve cette même logique dans des projets comme la future ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. Les deux villes sont déjà reliées par une ligne intercité, Bordeaux-Marseille, permettant de faire le trajet en 2h30. Pourtant,
14 milliards d'euros d'argent public vont être mobilisés pour construire une ligne à grande vitesse qui, dans la plupart des cas, ne desservira aucune ville intermédiaire entre Bordeaux et Toulouse. On pense également au projet de l'A69 qui devait rejoindre Toulouse à Castres sur à peine 53 km et qui nécessite une artificialisation massive des sols et la destruction des terres agricoles et de zones naturelles, alors que ce tronçon est déjà desservi par une route nationale et une ligne ferroviaire. Cela soulève une question essentielle: qu'est-ce qu'innover en temps de crise? Ne vaudrait-il pas mieux réhabiliter l'existant, améliorer la régularité, moderniser les gares, renforcer les dessertes locales, plutôt que de toujours vouloir aller plus vite pour quelques minutes gagnées? L'Hyperloop en cela n'est pas seulement un échec technique potentiel, c'est une erreur de perspective politique. Il faut cependant en tirer une leçon d'humilité. Toutes les innovations ne sont pas bonnes à financer, toutes les utopies ne sont pas à inscrire dans les politiques publiques, et toutes les idées brillantes ne doivent pas être exemptées de preuves, de débats et de critiques. Ah tiens, j'entends à l'oreillette que Elon Musk veut revenir dans le projet pour développer un Hyperloop souterrain? Et les panneaux solaires, on oublie? Bon, allez, n'oublie pas de t'abonner pour plus de décryptage en lien avec nos mobilités, et à bientôt pour une prochaine vidéo.